La prochaine biennale, ça sera un petit tour de l'Europe de l'Est avec les deux pans, c'est-à-dire qu'il y aura des choses des années 50. Je pense qu'on va montrer un ensemble de Lanskoï qui sont des gouaches illustratives pour la Genèse et qui est un ensemble de 45 gouaches et dont on va faire un mur entier. Et à chaque fois qu'on montre ces 45 gouaches, il faut remonter une composition. Et Lanskoï n'a jamais laissé d'instruction, donc on doit reprendre l'exercice à zéro et remonter l'ensemble. J'ai toujours essayé, à la Biennale des Antiquaires, de raconter une histoire, c'est-à-dire de ne pas accumuler des pièces pour essayer de les vendre, ce que je devrais faire normalement puisque je suis marchand, mais j'ai toujours essayé de raconter une histoire. On a souvent présenté des artistes d'exception. On a présenté des œuvres très tôt à la dernière Biennale des Antiquaires de Chagall, de la période russe qui va de 1907 jusqu'à son arrivée à Paris en 24. C'est l'histoire du XXe siècle, hein, entre la figuration et l'abstraction. Des peintres qui ont fait de la recherche, qui ont ouvert de nouvelles voies. C'était la galerie Le Minotaure, la galerie du surréalisme et la librairie des surréalistes et du cinéma après-guerre, dès les années 60. Et donc c'est un lieu mythique et on a décidé de garder le nom. J'ai commencé comme expert auprès des ventes aux enchères il y a une vingtaine d'années. Et puis très vite je me suis lassé et je me suis retrouvé marchand et puis marchand et galeriste. On pratique les avant-gardes, surtout du début du siècle, c'est-à-dire de 1910 à 1938. C'est vrai que l'école de Paris est fondée sur les artistes étrangers qui sont arrivés à Paris et qui ont fait rayonner Paris à travers l'avant-garde qu'on peut appeler l'avant-garde internationale puisqu'elle se concentrait entre Berlin et Paris et c'était les deux centres qui dominaient le monde de l'art à l'époque. Des artistes comme Kupka qui est un des précurseurs de l'art abstrait et en 1910-11 avec Kandinsky et peut-être Larionov, il y a très peu de gens, ou Sauvage un an après qui va faire des rythmes colorés, il y a très peu de gens qui pratiquent l'art abstrait à l'époque. On est plutôt dans le cubisme, dans quelque chose de plus fouillé, recherché. Et je dirais que Beotti, c'est la suite un peu logique d'artistes comme Kupka. Il vient de Hongrie et en 1930, il est parmi les membres fondateurs d'Abstraction Création et puis des réalités nouvelles après-guerre. Et il a suivi cette lignée de Kupka où les gens de l'Est venaient à Paris pour faire partager leur expérience, pour bénéficier de l'expérience des artistes qui étaient sur place. Il a énormément échangé avec Harpe. On voit une certaine influence de Brancusi, comme surtout les sculpteurs de l'époque. Dans la vitrine en bas, vous pouvez voir des projets d'invitation pour la galerie Mag, où il a exposé, et des projets pour d'autres expositions de galeries. Heureusement qu'il n'y a pas que Chagall, même si il m'arrive de travailler sur la première période de Chagall. Il y a eu dans le cadre de l'Union soviétique une tentative de pays où la langue officielle était le yiddish. Et le théâtre yiddish officiel, là-bas, il y avait 3 théâtres. Les inscriptions dans la gare de la capitale du Birobidjan étaient en yiddish. Ça a mal tourné à cause de la Deuxième Guerre mondiale et puis à cause de l'expérience communiste, mais c'était une vraie tentative. Les années 20, c'est vraiment la globalisation au sens le plus noble du terme, puisque c'est la culture qui a traversé. Et quelque chose comme le théâtre yiddish était le vecteur d'information entre les communautés, transfrontalière puisque ça dépassait les frontières des pays, donc on pouvait communiquer entre 2 ou 3 pays qui n'avaient pas la même langue nationale. On arrivait à communiquer, à transmettre des informations et à avoir une vie communautaire mais globalisée. Ce qu'on peut dire du shtetl, c'est qu'il n'a pas survécu à la violence d'Hitler et de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été rayé de la carte physiquement, géographiquement. Et par contre, on les a retrouvés grâce à ce mouvement La Culture Libre qui s'est un peu dispersé partout en Europe et jusqu'aux États-Unis. On a retrouvé ces artistes-là en train de faire les couvertures du journal de la revue des ouvriers socialistes à New York qui s'appelait The Hammer, par exemple, dans les années 20. Ou alors, il y avait des pièces de théâtre de manière avant-gardiste en yiddish de Varsovie jusqu'à New York et dans le Bronx. Vous avez à New York par exemple quelqu'un qui est un des plus grands scénographes des années 60 de Broadway, qui est Boris Aronson, qui est un élève d'Alexandra Axter, qui est cofondateur de la Culture League, qui a traversé l'Atlantique et qui s'est retrouvé à faire le théâtre yiddish à New York, et de là à 31 est passé à Broadway et depuis ce moment-là a fait les plus grandes créations de Broadway. Le Grand Palais est un lieu magique, la Biennale est une des plus belles estrades qu'on puisse avoir quand on est antiquaire, un des plus beaux accès à la plus belle clientèle qui soit. Pendant 2 ans, on prend le temps de réfléchir et on essaie de sortir des choses exceptionnelles et je pense que les gens le ressentent quand ils viennent.